Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, il y a la France hors les murs et la France entre ces murs. À l'extérieur, l'accord de Genève, la croix, nucléaire iranien, dits et non dits d'un accord. Libération, les mollahs mollissent. À l'intérieur, on parle d'impôts. Le Monde, fiscalité, le jour où Jean-Marc Ayrault a joué qui tout double. Les Échos, fiscalité, ce qu'attendent les partenaires sociaux. Le Figaro, réforme fiscale, les Français craignent une hausse d'impôts et l'opinion, grand soir fiscal, ça coince déjà. Et puis en une du Parisien aujourd'hui en France, il y a cette histoire triste et belle, la mort des vieux amants du Lutetia. Bernard et Georgette Caz, 86 ans, brillants, amoureux depuis 70 ans, se sont donné la mort dans une suite du Lutetia. Ils auraient rêvé d'un suicide assisté, une mort douce. Derrière la belle histoire, il y a une question complexe et douloureuse. On commence avec l'Iran dont on parlait il y a quelques minutes avec Laurent Fabius dans ce studio. Oui, et les commentaires sont partagés ce matin. Il y a ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de lancer un petit cocorico quand même, même s'il ne porte que sur 6 mois, écrit Alain Duzard dans l'Est républicain. Ce compromis a du sens grâce au rôle majeur joué par la France. Et puis il y a les lucides. En réalité, trop de monde avait intérêt à cet accord, ce qui le rend a priori suspect, juge Bruno Dive dans Sud-Ouest. Bon, en fait, tout le monde souligne le caractère transitoire de l'accord, mais surtout, à lire l'analyse de Renaud Girard dans le Figaro, on comprend que derrière l'enjeu diplomatique, la question nucléaire, eh bien la France devait surtout permettre à ses entreprises d'être bien placées une fois tombées les sanctions qui pesaient sur le commerce iranien. Peugeot et Renault vont pouvoir rénover leur chaîne de montage sur place. Ça vaut bien de fâcher Israël et l'Arabie Saoudite. Autre sujet très largement développé dans la presse, c'est évidemment la réforme fiscale, cette mise à plat promise par Jean-Marc Ayrault qui commence ce matin. C'est le grand sujet, le grand soir fiscal de Jean-Marc Ayrault. Et visiblement, puisque le Premier ministre veut l'engager en commençant par écouter les syndicats, eh bien, tout le monde s'interroge. Personne ne voit ce qu'ils viennent faire dans les négociations sur la fiscalité. Mais ce qu'il faut lire ce matin, ce sont surtout les témoignages de tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir que leur réserve la remise à plat. Alors, il y a dans le Figaro une page sur les artisans en colère. Ils ne peuvent pas manifester, alors ils se contentent d'afficher sur leur devanture l'expression de leur ras-le-bol. On a Gaëlle, coiffeuse, Bruno, patron d'une entreprise de peinture, et François Boucher. Ils parlent des charges élevées, des salariés dont ils ont dû se séparer, de la masse de travail énorme, chacun dans son coin. Dans Le Monde surtout, c'est le témoignage de 4 révoltés de l'impôt. Jennifer Landry, dermatologue, qui s'est désaffiliée de la sécurité sociale parce que les charges, dit-elle, l'avaient massacrée et mise dans le rouge. Elle souscrit à une assurance anglaise et elle attend de pied ferme, dit-elle, l'administration qui veut la poursuivre. Et puis il y a un transporteur, un patron, une comptable. Leur cauchemar, le RSI, régime social des indépendants, rouleau compresseur qui écrase les petites entreprises. Les récits parlent des heures au téléphone pour tenter de récupérer un trop perçu, de cotisations qui ne tiennent aucun compte de la baisse du chiffre d'affaires et de l'impression chez tous d'être les vaches à lait du système. On leur accole une étiquette, poujadiste. Ils sont surtout ceux qui respectent les règles et qui se sentent seuls à le faire. Je vois, Natacha, que vous voulez nous parler des villes et des campagnes. Vous allez trancher le débat entre les rats des villes et les rats des champs ? Eh bien, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dominique Volton dans Les Échos. C'est un court texte très intéressant. Ça s'intitule « L'idéal urbain, cauchemar anthropologique ». Le chercheur analyse cette propension de l'humanité moderne à se donner comme modèle de vie que l'existence urbaine. Les paysans accusés d'être réactionnaires, la sociabilité des cafés de village laminés. L'Europe, nous dit-il, doit son originalité culturelle à un équilibre savant entre agriculture et urbanisme. Identifier la ruralité au passé, la remplacer par une rurbanité qui est encore un grignotage de plus des campagnes, c'est, dit-il, une aberration. C'est surtout un suicide culturel. Et tout ça, c'est à lire dans Les Échos. Alors, ceux qui nous regardent sur europe1.fr voient que vous avez un casque sur les oreilles et vous n'êtes pas seul, Natacha, loin de là. Oui, c'est dans la série des comportements justement nés de la vie urbaine, il y a ce phénomène de la musique nomade. Marianne consacre une enquête très intéressante à cette nouvelle forme de refus de la sociabilité. Parce qu'en fait, derrière l'essor du marché des casques, vous avez vu, tous les jeunes en ont des très très beaux, magnifiques, c'est devenu une mode, eh bien, il y a cette idée que l'espace extérieur est une agression. Une manière de nier l'espace commun, constate le philosophe Yves Michaud. Fuir le silence propice à la méditation. Mais pour le retrouver peut-être un jour, parce que ce que nous dit l'enquête, c'est que tous ces jeunes risquent surtout la surdité. Bon, on peut aussi écouter un petit peu de musique pour le plaisir avec un casque, c'est pas non plus forcément dramatique. On termine avec Marianne toujours et un article sur les séries télé, c'est ça ? Oui, c'est un article là aussi très intéressant et très drôle. Vous connaissez tous Homeland, l'agent de la CIA retourné durant sa détention comme otage. Tout le monde y a pensé lors de la fameuse sortie de Marine Le Pen sur les otages français. Eh bien voilà, l'article de Marianne nous parle de ces séries télé qui influencent nos vies parce que Marine Le Pen n'est
pas la seule. Quand Nicolas Sarkozy voulait analyser l'évolution du partage de la puissance dans le monde, eh bien il citait quoi ? Il citait les Borgia plutôt que Fernand Braudel, vous voyez. Bon, et tout le monde se souvient évidemment du complotisme né de d'X-Files. Vous savez, la vérité est ailleurs. Alors, est-ce que c'est seulement une grille de lecture qui facilite les résumés, ou bien est-ce que c'est le remplacement d'une culture complexe par un prêt-à-penser ? Oui, la question mérite d'être posée parce que contrairement aux apparences, la réalité de la France, ça n'a pas grand-chose à voir avec Plus belle la vie. Merci Natacha Polony.